Alors, bonsoir tout le monde. On va se donner une petite minute avant de commencer l'activité. Le temps que les gens se branchent, se mettent en ligne. Bon, alors on commence. Alors, bienvenue à tous et à toutes. Nous allons débuter l'activité sans plus tarder. Alors, je me présente, Marie Larose. Je suis conseillère cadre à la coordination régionale de la prochaine-danse pour le CIUS Capitale-Nationale. Alors, je vous souhaite la bienvenue à ce webinaire qui s'intitule S'outiller comme proche aidant. Prenez note que cette présentation est enregistrée et elle sera éventuellement en rediffusion sur YouTube. Alors, si vous ne souhaitez pas être vu ou identifié, il est très important que vous gardiez votre caméra fermée. Toutefois, Madame Rouleau, notre conférencière, souhaiterait que les caméras soient ouvertes afin de créer plus de dynamisme à la présentation. Si vous êtes à l'aise pour le faire, évidemment. Alors, pour souligner la semaine de la Proche-Aidance, le CIUS de la Capitale-Nationale, en collaboration avec l'Appui Proche-Aidant, est fier de vous présenter cette conférence. Voici quelques informations concernant le fonctionnement de l'activité. La conférence de Mme Rouleau va durer une quarantaine de minutes. Par la suite, Mme Thériault, qui est conseillère en développement régional de l'Appui, présentera brièvement les services de l'Appui. Nous mettrons fin à l'enregistrement après les présentations et la période de questions qui suivra ne sera pas enregistrée. Le webinaire se terminera plus tard à 20h30. Les micros des participants vont demeurer fermés pendant le webinaire. Alors, nous vous invitons à écrire vos commentaires et à poser vos questions sur le chat tout au long du webinaire en utilisant le fil de conversation. À la fin de la présentation, nous ferons une sélection des principales questions et nous les adresserons à Mme Rouleau. S'il nous reste du temps, vous pourrez poser vos questions ou donner vos commentaires de vive voix. Bonne nouvelle, dans les prochains jours, nous procéderons au tirage parmi les personnes présentes ce soir de 2 exemplaires du livre de Mme Rouleau qui s'intitule « Grandir comme proche aidant ». Nous contacterons les gagnants via leur adresse courriel dans les prochains jours. En cette Semaine nationale de la proche aidance, le CIUS de la Capitale-Nationale souhaite reconnaître l'immense contribution des personnes proches aidantes qui jouent un rôle si essentiel auprès de leurs proches et de leur communauté. Il y a des travaux en cours et à venir en Capitale-Nationale qui visent à améliorer la reconnaissance des personnes proches aidantes ainsi que les services de soutien qui leur sont offerts. Plusieurs de ces travaux se font en collaboration avec les ressources de la communauté. Alors, vous n'avez donc pas fini d'entendre parler de proche aidance dans les prochaines années. Je vous rappelle que la proche aidance, c'est une réalité qui n'a pas d'âge et qui emprunte plusieurs visages. On peut être une personne proche aidante pour un enfant qui a des besoins particuliers, ou encore pour une personne en convalescence, ou pour une personne ayant un problème de santé mentale, ou encore pour une personne vieillissante et peut-être malade. L'aide apportée par une personne proche aidante peut être en continu ou occasionnelle, donnée aussi à court terme ou à long terme. Je tiens à souligner que le rôle de proche aidant ne devrait jamais être imposé. Le proche aidant devrait pouvoir consentir de façon libre et éclairée à offrir son aide. C'est ce que l'on appelle le consentement. Alors ce soir, nous recevons Claudia Rouleau. Elle est leader de la carrière au Mouvement des Jardins. Elle est conférencière et auteure également.
le diagnostic de la maladie de sa mère Nicole, alors qu'elle n'avait que 15 ans, et l'accompagnement de cette dernière les 30 derniers mois de sa vie lui ont inspiré son premier ouvrage, Grandir comme proche aidant, qui est publié aux éditions La Roupille. Ce soir, elle partagera son expérience et ses apprentissages comme proche aidante, ainsi que 5 clés pouvant apporter une aide précieuse aux personnes proches aidantes. Elle souligne l'importance de se relier aux autres et de prendre soin de soi dans ce parcours gratifiant, mais également exigeant qu'est la proche aidante. Claudia, je vous donne la parole. Un grand merci, Marie, pour cette présentation et un merci tout particulier au CIUS de la capitale nationale de m'inviter dans le cadre là, de la Semaine nationale des personnes proches aidantes. Alors, bonsoir tout le monde. Ça me fait vraiment chaud au cœur de passer la prochaine heure avec vous pour jaser d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur, le rôle essentiel des personnes proches aidantes dans la société. Comme le disait Marie tout à l'heure, si vous êtes en ligne avec nous ce soir, c'est probablement que vous accompagnez un être cher en ce moment ou que vous préparez à accompagner un être cher parce que oui, les statistiques sont révélatrices. La plupart d'entre nous auront au cours de notre vie à accompagner un proche. Puis comme le disait Marie tantôt, parfois oui, c'est un parent, des fois c'est un enfant, des fois c'est un conjoint, un ami ou un voisin. Et on n'apprend pas ça à l'école. En tout cas, moi, je n'ai pas appris ça à l'école, donc aussi bien s'y préparer. J'aimerais partager avec vous quelques chiffres si on partage la présentation, mon cher Jean-François. Quelques chiffres parce que je travaille dans une institution financière, donc j'ai toujours un intérêt pour amener quelques statistiques qui ont été révélées lors d'une étude réalisée par l'organisme L'Appui sur une enquête qui a été menée auprès de proches aidants qui révèle qu'un adulte sur 3 actuellement au Québec est proche aidant. Donc, on parle de 2,4 millions de gens à travers la province. Donc, rassurez-vous, vous n'êtes pas seul dans cette situation-là. 46% de ces gens-là consacrent plus de 5 heures par semaine à leur rôle de proche aidant. Donc, évidemment, être proche aidant, on ne fait pas que ça dans la vie, hein, ça s'ajoute à nos autres obligations familiales ou tâches quotidiennes. Donc, c'est un chapeau de plus là, qu'on arbore à ce moment-là dans notre semaine. Et je lisais justement cette semaine un article qui mentionnait qu'au Québec, chaque année, c'est 808 millions d'heures d'aide et de soins qui sont prodigués par les proches. Donc, imaginez si le gouvernement devait remplacer toutes ces heures-là, ça coûterait des milliards à l'État par année. Donc, comme Marie le disait, votre rôle est quand même fondamental là, pour la société. Ce qui me préoccupe, par contre, c'est que 35% des personnes proches aidantes ne se reconnaissent pas comme proches aidants. Donc ça, ce que ça fait, c'est que si moi, je suis proche aidante puis que je ne le sais pas, je n'aurai pas le réflexe de recourir aux organismes pour demander de l'aide. Je n'irai pas chercher les services qui existent et encore moins aller demander les crédits d'impôt disponibles. Donc, il y a encore beaucoup de sensibilisation à faire, puis c'est pour ça que des conférences comme ce soir ont leur place. Donc, si on poursuit l'agenda de la soirée que je vous propose, ben, je vais vous expliquer d'où vient mon intérêt pour l'accompagnement des personnes, vous raconter également une partie là, de l'accompagnement que j'ai fait auprès de ma mère, Nicole. 5 clés concrètes qui ont fait la différence dans la vie de notre famille et que j'ai le goût de vous partager pour vous aider à votre tour. Des mesures fiscales à connaître avant la période des impôts qui s'en vient. Et comment une fille chez Desjardins qui travaille dans une institution financière se lève un matin et écrit un livre. Donc, je vous raconterai qu'est-ce qui est l'étincelle à la base de l'inspiration de mon ouvrage Grandir comme proche aidant.
Donc, je débute par d'où vient mon intérêt pour l'accompagnement des personnes. Je vais vous partager ce soir une tranche de vie. Quand j'avais 15 ans, ma mère a été hospitalisée d'urgence à l'Hôtel-Dieu de Lévis pour une forte fièvre. Donc, les médecins, à son arrivée, l'ont immergée dans la glace pendant quelques jours et c'est une jeune médecin tout juste sortie d'université qui a diagnostiqué sa maladie qui s'appelle une polymyosite sévère. Probablement que ça ne vous dit pas grand-chose parce que c'est une maladie orpheline, puis elle était le premier cas de l'Hôtel-Dieu de Lévis. Donc, c'est une maladie très rare. Mais si je vous résume ça simplement, c'est une maladie dégénérative musculaire. Donc, tous les muscles de son corps étaient atteints. Et la fièvre, ben, c'était le signal que justement son système immunitaire s'était retourné contre elle. Donc, l'équipe médicale sont entrés dans la chambre, rencontrer ma mère et mon père pour leur dire, là, si la fièvre ne cesse pas dans les prochaines heures, elle va décéder. Ma mère avait 39 ans à cette époque-là. Elle a fait venir mon père sur le coin du lit en disant, là, euh, les filles sont trop jeunes. Moi, j'avais 15 ans, ma petite sœur Peggy avait 11 ans. Et elle a dit, moi, je veux les voir grandir. Puis ma mère, quand elle a quelque chose dans l'idée, c'est une femme déterminée, donc elle avait décidé que ce n'était pas son heure. Donc, après 4 mois d'hospitalisation, un long parcours de réhabilitation, bien, à notre grand bonheur, ma mère était de retour à la maison. Évidemment, bien, avec sa maladie qui ne se guérissait pas, donc dès cet âge-là, dès ce moment-là, bien, on a dû adapter notre vie de famille et notre maison en conséquence de sa maladie et de sa capacité qui était très limitée. Donc, vous comprenez qu'à 15 ans, j'ai retenu une leçon de vie qui me suit encore aujourd'hui, qui est, ben, la vie n'est pas éternelle, donc on ne remet pas à demain ce qu'on peut faire aujourd'hui. Donc ça, c'est une, une philosophie là, qui m'accompagne. Ensuite de ça, je vous dirais que elle a vécu avec la maladie en s'adaptant à cette maladie-là et à sa condition limitée. Par contre, 30 ans plus tard dans les Maritimes, je vais vous présenter ma mère Nicole. Donc, 30 ans plus tard dans les Maritimes, voyez-vous, ma mère a 69 ans, elle est encore en vie. Donc, elle a déjoué tous les pronostics des médecins. Puis moi, ben, je suis rendue à 45 ans. Et à ce moment-là, par contre, oui, elle est vivante, mais sa maladie s'est beaucoup détériorée. Puis je me rappellerai toujours d'un souper qu'on a eu en tête à tête, elle et moi, le 1er janvier 2017, où là, elle m'a lancé un cri du cœur en disant, là, Claudia, je suis exaspérée. Ça me prend 4-5 heures par jour pour dégager mes voies respiratoires et pour être capable de manger sans s'étouffer. Et j'avais rarement vu ma mère là, dans un état comme ça. Donc là, je me suis dit, je vais accompagner mes parents au prochain rendez-vous médical. Donc, 3 semaines à peu près plus tard, en février, on était à l'Hôtel-Dieu de Lévis chez le médecin qui suivait ma mère depuis des années à chaque trimestre. Et tous les trois dans le bureau, le médecin écoute ma mère expliquer qu'elle a de la misère à avaler, puis on produit à peu près 1 litre de salive par jour. Fait que vous comprenez que sa difficulté d'avaler, là, c'était très pénible. Et là, le médecin lui a tout simplement expliqué que sa maladie avait atteint une autre phase. Les muscles de la respiration étaient atteints. Les muscles de la déglutition étaient aussi atteints. Et que là, il lui conseillait d'aller rencontrer un spécialiste en soins palliatifs. Et boy! Ça, j'appelle ça dans mon livre le choc parce que vous comprenez que moi, j'allais là avec mon père et ma mère dans le but de trouver des solutions pour éviter qu'elle décède étouffée. Mais là, on ne pensait pas de rencontrer la même journée un médecin en soins palliatifs. Donc, 1 heure plus tard, on était tous les trois
dans le bureau. Et là, la rencontre a été brève et touchante, en ce sens où quand le médecin a regardé le dossier médical de ma mère, ben, il lui a conseillé 3 choses. Il a dit, premièrement, tous les médicaments que vous prenez depuis des années, ben, vous pourriez commencer à les arrêter parce que ça ne donne plus rien. Deuxièmement, ben, au lieu de prendre l'énergie pour venir à l'hôpital à chaque 3 mois, me rencontrer, ben, gardez cette énergie-là pour vous parce que ça vous demande trop là, de faire la route jusqu'à Lévis. Puis là, le troisième conseil qu'il lui a dit, c'est vous avez l'air d'une famille tissée serrée, donc prenez ce temps-là pour emmagasiner des souvenirs en famille pour le temps qui vous reste. Alors là, on est sorti du bureau sous le choc et ma mère, à ce moment-là, était dans tous ses états, elle n'était pas de bonne humeur. Puis là, elle a dit, non, mais là, s'il pense, le médecin, que c'est lui qui va décider de ma date de fin, il se trompe. Donc, ma mère n'était pas encore prête à tirer là, la serviette, comme on dit. Mais moi, ça m'a fait beaucoup réfléchir parce que quand je me suis retournée chez moi dans la voiture, j'ai pris une grande décision en me disant, là, Claudia, ta mère est en fin de vie, donc demande à ton employeur et à ta gestionnaire de travailler 4 jours semaine. Donc, c'est ce que j'ai fait. Et heureusement, ma gestionnaire a accepté. Donc, j'ai pris tous mes mardis de congé pour travailler les 4 autres journées chez Desjardins pour justement avoir du temps pour aider ma mère à réaliser ses souhaits en fin de vie, puis en même temps, bien, permettre à mon père d'avoir un break le mardi parce qu'on va se le dire, être proche aidant à temps plein, c'est très exigeant. Donc, euh, oui, j'ai commencé à l'accompagner les 30 derniers mois de sa vie parce que contrairement à ce que les médecins pensaient qu'elle allait à peu près vivre 3 mois, ben ma mère, contre toute attente, elle a vécu 30 mois à partir de cette journée-là. Donc, des mardis mère-fille, on en a eu plusieurs à notre grand bonheur. Donc, on a pu réaliser beaucoup de choses ensemble. Donc, la recette pour y arriver, tantôt, je parlais de 5 clés, ben, je vais vous partager ce soir c'est quoi les clés qui ont vraiment fait la différence pour la vie de notre famille, qui, à mon tour, j'espère, qui seront précieux dans votre coffre à outils. Donc, la première clé que j'aimerais vous partager, c'est de savoir s'entourer. Ensuite de ça, s'accorder du répit, c'est également essentiel pour passer à travers. Troisième clé, recourir aux organismes et services plutôt que tard. Quatrième clé, faciliter la réalisation des souhaits de la personne qu'on accompagne. Et finalement, parler de la mort, ça ne fait pas mourir. Donc, la première clé, savoir s'entourer. Savoir s'entourer, c'est précieux parce que pourquoi ma mère a pu rester 30 mois à la maison au lieu d'être placée, parce que vous comprenez que on aurait pu, en tant que famille, prendre la décision de la placer dans un centre d'hébergement, mais elle voulait demeurer à la maison. Donc, pour y arriver, il fallait qu'il y ait une équipe multidisciplinaire qui prenne soin de ma mère à la maison. Donc, heureusement, mon père, à ce moment-là, il a eu le réflexe de demander au CIS de notre région en Chaudière-Appalaches de faire intervenir un travailleur social. Vous le savez, avoir accès à un travailleur social de nos jours, hein, ça ne se fait pas en claquant des doigts. Donc, plus tôt on embarque dans le processus, bien, plus vite on a les recours en conséquence. Et dès que le travailleur social est venu à la maison évaluer ma mère, tout le reste s'est enclenché facilement. Il a pu faire venir à la maison les experts que ma mère avait besoin. Je vous donne un exemple. Il a demandé à une ergothérapeute de venir chez nous. Donc, à ce moment-là, ça permet à ma mère d'avoir un lit d'hôpital à la maison, d'avoir un fauteuil électrique parce que ma mère, tous ses muscles des jambes étaient atrophiés, donc elle n'était pas capable de se lever toute seule d'une chaise.
et d'avoir aussi des coussins pour éviter qu'elle fasse des plaies. Donc, bref, l'ergothérapeute s'est occupé de tout ce qui est équipement adapté. Ensuite de ça, il a fait venir une nutritionniste. Pourquoi une nutritionniste? Parce que ma mère avait perdu plus de 20 livres. Elle pesait à peu près 90 livres. À chaque jour, elle embarquait sur la balance, puis elle voyait le poids dégradé. Et la nutritionniste, quand elle a vu ça, elle a fait un régime personnalisé pour ma mère avec des aliments riches en matières grasses. Puis là, mon père, il me faisait rire en disant, ben, quand je vais à l'épicerie, maintenant, j'achète du yogourt à 12 de matière grasse, alors que je ne savais même pas que ça existait. Lui, il achetait du 0%. Alors, tout ça, ça a l'air banal, mais quand mon père allait à l'épicerie, il savait quoi acheter, puis ça a permis à ma mère même de stabiliser son poids et de reprendre quelques livres à son grand bonheur. Ensuite de ça, il a fait venir à la maison le travailleur social une infirmière. Pas juste pour les prises de sang périodiques, parce que ma mère avait beaucoup de questions sur les options de fin de vie. À cette époque-là, on commençait à entendre parler de l'aide médicale à mourir qui était très mystérieuse. Ma mère avait des questions sur c'est quoi la sédation palliative, est-ce que je peux décéder à la maison, etc., etc. Puis ça, là, ça la tourmentait beaucoup. Donc, le travailleur social avec ma soeur, mon père et moi, et l'infirmière, on a fait un rencontre de famille, si on veut, au sommet. Et pendant 1 heure, l'infirmière a répondu à toutes les questions de ma mère sur justement les différentes modalités pour qu'après ça, elle puisse prendre une décision éclairée. Et dans son cas, bien, elle avait décidé d'éliminer l'aide médicale à mourir, mais au moins, elle savait, était en paix sur les différents scénarios. Ensuite de ça, qui est venu à la maison? Bien, le médecin de famille, heureusement, qui a accepté aussi les mardis de venir faire une visite pour suivre l'état de santé de ma mère. Et aussi, il y avait la coiffeuse qui venait à la maison. Là, vous allez vous dire, ben, Claudia, qu'est-ce que la coiffeuse a rapport dans l'histoire? Ben oui, ça a rapport, parce que vous avez vu tantôt ma mère, hein, c'est une femme fière, toujours bien mise. Puis même si elle avait perdu beaucoup de poids puis qu'elle n'avait pas beaucoup d'énergie, à chaque matin, elle prenait le temps de s'habiller, de se trimer, comme elle disait. Et ça, ma soeur et moi, on est convaincus que ça a fait toute la différence sur son moral et son désir aussi de vivre. Fait que je vous dis ça parce que, comme vous pouvez le voir, il y avait toute une équipe autour de ma mère, puis de mon père, et évidemment, ben, il y avait moi qui allais les mardis, mon père qui était proche aidant à temps plein, puis ma soeur Peggy qui prenait le relais les week-ends. Fait que on n'était pas trop d'une équipe en plus à se relayer. Puis la beauté de l'affaire, c'est que quand on a des membres de la famille, ben, il faut les impliquer, déléguer, puis utiliser les forces de chacun pour que chacun, tu sais, il y en a qui sont bons en finance, il y en a d'autres qui sont bons à faire la popote, ben, il faut se partager puis déléguer les tâches parce que sinon, on peut mourir au combat. La deuxième clé qui est une des plus importantes, je vous dirais, c'est de s'accorder du répit. Donc, s'accorder du répit, comme dirait mon père, pour prendre soin de quelqu'un, il faut d'abord prendre soin de soi. Puis ça, c'est facile à dire, mais ce n'est pas toujours facile à faire. Mon père, lui, a eu la sagesse de faire appel à la coopérative de soins à domicile de la région où il habitait pour qu'il y ait une dame qui vienne veiller sur ma mère quand il voulait s'absenter. Donc, mon père, il ne partait pas là, 2, 3 jours. Là. Il partait des fois 1 heure ou 2 pour faire soit du ski de fond l'hiver, soit une piste de vélo l'été, ou de participer à certains conseils d'administration pour garder euh, son, son, sa santé mentale et son réseau social. Et cette dame-là a fait vraiment la différence, puis elle ne venait pas à la maison pour jaser, mais juste pour veiller, puis s'assurer que ma mère était en sécurité. Donc, s'accorder du répit, c'est essentiel parce qu'il
il y a des bouts de temps où on était plus inquiet de la santé mentale de notre père. Puis, une chance qui est allé demander de l'aide parce que souvent, il y a des proches aidants même qui sont plus mal en point que la personne aidée parce que justement, ils en font trop, puis ils s'oublient, puis à ce moment-là, c'est eux qui en payent le prix. Donc, c'est important de prendre du temps pour vous et de mettre vos limites. La troisième clé que j'aurais le goût de vous partager, c'est de recourir aux services et aux organismes plutôt que tard. Parce que malheureusement, il y a beaucoup de gens qui attendent une fois que c'est très, 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 très tard pour demander de l'aide. Donc, plus tôt on le fait, mieux c'est. Tantôt, Guylaine Thériault de l'organisme L'Appui va vous parler des services offerts par l'Appui. Moi, pour les prochaines minutes, je vais vous présenter les services et organismes qui ont fait une différence dans la vie de notre famille. Donc, je commence par le CIUS de la capitale nationale parce que si vous avez besoin d'aide, besoin de soutien, puis vous voulez recevoir des services de la part du CIUS, il y a plusieurs alternatives possibles qui s'offrent à vous. Tout d'abord, si votre personne aidée reçoit déjà les services d'un intervenant, ben, vous pouvez en profiter pour lui exprimer vos besoins de soutien de votre côté également pour que cette personne-là puisse vous diriger au bon endroit. Évidemment, si vous avez un médecin dans un GMF, vous pouvez aussi en profiter pour lui en parler puis exprimer vos besoins pour qu'il puisse vous référer également. Si vous avez besoin tout au long de l'année, que ce soit 365 jours par année, il y a la ligne Info sociale 811, option 2, que vous pouvez composer, donc 24 heures sur 24 et tout au long de l'année. Donc, quand vous composez le 811, vous parlez à un professionnel en intervention psychosociale qui va vous écouter et qui, selon votre besoin, va pouvoir vous référer à des services spécifiques du CIUS de la capitale nationale. Donc, une ressource précieuse. Ensuite de ça, j'ai mentionné Albatros, le mouvement Albatros, qui œuvre là, dans tout le Québec. Il y a 14 organismes à travers le Québec et vous avez la chance d'avoir dans la capitale nationale Albatros, capitale nationale. Pourquoi je vous parle de ça? L'expertise d'Albatros, c'est vraiment dans l'accompagnement en fin de vie. C'est des personnes bénévoles, ils sont 1100 à travers le Québec, qui sont formés et qui offrent de l'accompagnement palliatif, soit à la maison, soit à l'hôpital ou en résidence, qui offrent aussi des répits aux personnes proches aidantes et qui offrent une formation que moi j'ai fait personnellement en 2012, qui dure 36 heures et qui nous permet d'apprendre à accompagner une personne en fin de vie. Je dis toujours à la blague, mais ce n'est pas une blague, que la formation Albatros, c'est la formation la moins chère que j'ai faite dans ma vie, qui m'a coûté une pécadille, mais qui m'a été la plus utile, même plus utile que mon bac en finance. Donc, 36 heures bien investies qui m'a permis d'être bien outillée quand ma mère a eu besoin d'être accompagnée en fin de vie. Ensuite de ça, j'aimerais vous parler du monastère des Augustines qui est ici dans le Vieux-Québec et qui est un havre de paix. Moi, c'est à cet endroit-là, pendant des années, que je suis allée me ressourcer. Tantôt, je vous parlais de s'accorder du répit. Ben moi, c'est au monastère que ça se passait. Donc, le monastère, c'est un lieu paisible. Et ce que j'ai appris avec les années, c'est qu'ils ont un service spécifique aux proches aidants. Donc, quand vous appelez et que vous dites que vous êtes proche aidant et que vous voulez aller passer un séjour là-bas, soit de une nuit, 2 nuits ou quelques nuits, ben, vous avez un tarif à prix modique pour les personnes proches aidantes et une équipe de bénévoles qui sont là pour vous accueillir et vous écouter.
La clé numéro 4, réaliser la wish list. Donc, tantôt, je vous ai parlé que j'ai passé des mardis avec ma mère pour l'aider à réaliser ses souhaits en fin de vie. Ben, écoutez, quand j'arrivais à la maison le mardi, je peux vous dire que ma mère, elle m'attendait avec sa liste de choses à faire parce qu'elle n'avait pas beaucoup d'énergie. Ma mère, elle dormait l'après-midi. Donc, le matin, moi, quand j'arrivais, le médecin venait faire sa visite. Après ça, on avait à peu près 2 heures pour se mettre au travail. Puis si on n'avait pas fini, il fallait continuer le mardi suivant. Je vous donne des exemples de qu'est-ce qui était précieux à ma mère de réaliser en fin de vie. La première demande qu'elle m'a partagée, ma mère, c'est d'aller chercher ses toiles qui étaient remisées dans le sous-sol de la maison depuis des années. Donc, ma mère, à cause de sa maladie à 39 ans, évidemment, elle n'a pas eu une carrière comme elle aurait voulu. Donc, elle peignait des toiles. C'était une artiste peintre et c'était sa façon de s'exprimer. Donc, on savait que ma mère avait peint des toiles, mais là, j'ai dit à ma mère, ben oui, écoute, je vais aller au sous-sol, puis je vais aller les chercher. Donc, j'ai fait un premier voyage au sous-sol, j'ai remonté des toiles, j'ai fait un deuxième voyage, un troisième voyage, un quatrième voyage. Bref, imaginez que j'ai trouvé 110 toiles qui étaient remisées au sous-sol. Et là, on a pris le temps de les admirer, de les regarder. Elle a pris le temps de nous dire lesquels étaient ses coups de cœur. Elle a même ressorti des pinceaux et des tubes d'aquarelle pour faire des retouches sur certaines toiles qui n'étaient pas à son goût. Bref, j'ai vu revivre ma mère sous mes yeux, même si elle est en fin de vie, parce que là, on touchait vraiment une corde sensible qui était sa passion. Puis en famille, on a pris le temps, les semaines qui ont suivi, de reconnaître son talent. Et quelques semaines après, ma mère elle m'a dit un mardi, là, Claudia, je serais prête à remettre certaines de mes toiles en cadeau. Donc, amène des sacs cadeaux, etc. Donc, ma mère, de son vivant, elle a pris le temps de remettre ses toiles. Des fois, c'était à des amis, des fois, c'était à ses sœurs, des fois, c'était aux petits-enfants, à nous, les enfants. Elle aurait pu dire, ma mère Claudia, quand que je vais décéder, prends ces toiles-là, puis partage-les. Mais le fait qu'elle le fasse de son vivant, je peux vous dire que ça a fait toute la différence, autant pour elle de voir le bonheur qu'elle procurait que pour ceux qui ont reçu ces toiles-là. Donc, c'est un moment important dans sa fin de vie. Ensuite de ça, une autre demande qu'elle avait, c'est qu'elle voulait faire, ma mère, un album de sa vie. Donc, une espèce de scrapbooking, si on veut dire, où elle voulait mettre sous un même album, exemple, la lettre d'amour, la première lettre d'amour de mon papa, des dessins des petits-enfants, des photos, des cartes de souhait, etc. Donc, on l'a aidé, la famille, à concocter son album de vie. Et un mardi, par contre, elle m'attendait avec une demande assez spéciale, merci. Elle m'a dit, là, Claudia, assois-toi, j'ai quelque chose d'important à te demander. Donc, elle m'a pris les mains. Là, elle m'a dit, aujourd'hui, j'aimerais que tu m'aides à décider les vêtements que je vais porter dans mon cercueil. Et boy! Là, je vous dirais que j'ai pris quelques bonnes respirations. Et là, je me suis dit, bon, Claudia, saisis-toi. Si ta mère, elle te demande ça, c'est qu'elle te fait confiance. Donc, on a pris le temps de choisir un kit d'été, un kit d'hiver, ne sachant pas trop à quelle période de l'année ça allait se passer. Et pour elle, ben, c'était important de réaliser ce souhait-là. Donc, je vous donne ces exemples-là. Je pourrais vous en compter toute la soirée parce que la liste était longue, mais je vous partage ça pour vous démontrer que réaliser les souhaits d'une personne, on n'est pas obligé d'attendre sa fin de vie. Puis parfois, on serait très surpris de poser la question. Donc, comme vous pouvez voir dans le cas de ma mère, hein, ça n'a pas coûté grand-chose à réaliser ses souhaits, puis elle n'a même pas eu besoin de sortir de la maison. On a tout réalisé ça en restant chez soi. Donc, pour moi, c'est des exemples pour vous donner des fois des idées, puis que vous osiez poser la question à la personne que vous accompagnez.
puis de ne pas attendre justement qu'elle soit plus capable de répondre ou d'exprimer ses souhaits. La cinquième clé, parler de la mort, ça ne fait pas mourir. C'est ce que j'ai expliqué à la journaliste Mylène Moisan du Soleil l'an dernier quand elle m'a interviewée, où je lui racontais à Mme Moisan que toutes les années où j'ai été planificatrice financière dans une caisse Desjardins, je disais à mes membres clients, Monsieur Tremblay, avez-vous fait votre testament? Est-ce que vous avez un mandat d'inaptitude? Puis si vous allez chez le notaire, ça ne va pas vous faire mourir. Bon, je vous raconte ça parce que trop souvent, je réalise que les gens n'osent pas trop jaser de ça. C'est comme un sujet tabou. On ne sait pas trop par où commencer. Mais à mon avis, c'est notre responsabilité de dire à nos proches c'est quoi nos volontés. Ils ne peuvent pas le deviner. Je vous raconte une petite anecdote qui s'est produite une fois que j'ai terminé ma formation Albatros en 2012. Le cours s'est terminé à la fin novembre. Et là, habituellement, en novembre, mon père me demandait toujours c'était quoi ma liste de cadeaux de Noël. Donc là, fin novembre, je finis mon cours Albatros, j'appelle mes parents, ils ont chacun un téléphone, ils sont chacun sur une ligne. Puis là, je leur dis, là, les parents, j'ai une idée cadeau à vous soumettre pour cette année. Noël s'en vient. Donc, j'aimerais ça que vous m'accompagniez à la résidence funéraire de votre choix pour m'exprimer aux dernières volontés. Il n'y avait plus de son, plus d'image sur la ligne. Je pense que je les ai pris un petit peu par surprise. Donc là, le lendemain matin, mon père, il m'a rappelé puis il a dit ouais, Claudia, tu as une demande assez spéciale, merci. Il dit on en a parlé, ta mère et moi, puis oui, je vais exaucer ton vœu. Ta mère a fait dire qu'elle ne va pas nous accompagner parce qu'elle ne se sent pas capable, mais que tout ce qu'on va jaser ensemble, toi puis moi, pour elle, ça va être du copier-coller. Donc, au moins, tu vas savoir à quoi t'en tenir. Donc, on en parlait, mon père et moi, justement, la semaine dernière, puis on en riait dans le sens où on est rendu en 2024. Mon père n'est pas mort là, depuis ce temps-là. Là. C'est en 2012 qu'on a fait cette sortie-là, père-fille. Puis on a eu beaucoup de plaisir ensemble parce que vous comprenez que quand on va au salon funéraire, mais que la personne est en pleine forme, puis on tourne ça un petit peu à la blague parce que c'est toute une industrie, hein, l'industrie de la mort, c'est assez impressionnant, ben ça fait en sorte qu'on est revenu à la maison. Euh, Mon père a consigné ça dans un dossier. Donc, demain matin, s'il lui arrivait quelque chose, ma soeur et moi, on sait exactement où aller chercher le papier, puis on sait quoi faire, puis ça évite de faire bien des chicanes de famille, parce que même si on est juste deux filles, ça ne veut pas dire qu'on prendrait les mêmes décisions, mais notre rôle, c'est d'exaucer ses dernières volontés. Donc, samedi soir prochain, si vous ne savez pas trop de quoi jaser en famille, ben, ça peut être un beau petit sujet à déboulonner tout en utilisant l'humour, évidemment. Et je dirais que ça libère autant la personne qui va quitter que ceux qui restent. Donc, puisque la période des impôts va venir plus tôt que tard, après les fêtes, ici, je me fais toujours un devoir de rappeler les différentes mesures fiscales qui existent au niveau provincial et au niveau fédéral. Évidemment, je ne suis pas fiscaliste, je ne suis pas comptable non plus. Donc, pourquoi j'en parle, c'est que ma collègue chez Desjardins, qui est fiscaliste, m'expliquait l'année passée qu'il y a seulement 5 personnes, pas 5 personnes, 5% des gens qui font les demandes de crédit d'impôt. Donc, je trouve qu'il faut encore en parler pour les faire connaître. Évidemment, c'est rare qu'on a droit à toutes ces mesures fiscales-là. Des fois, on a droit à un puis pas à l'autre. Mais ce qui est important de retenir, c'est le nom des crédits d'impôt parce qu'à chaque budget fédéral ou provincial, les noms changent parfois. Et pourquoi faire ça simple quand on peut faire ça compliqué? Chacun des crédits d'impôt a des caractéristiques différentes. Donc, mon conseil du commanditaire, c'est de parler de ces crédits-là
à vos comptables pour qu'ils s'assurent que si vous y avez droit, qu'ils puissent en faire la demande. Puis la bonne nouvelle, c'est qu'il y a certains de ces crédits d'impôt-là qui sont rétroactifs pendant on peut reculer 10 années en arrière. Donc, même si ce n'est pas des gros montants, ben, des fois, ça peut faire la différence pour vous soulager financièrement. Donc, en terminant, je voulais vous raconter comment l'inspiration du livre est arrivée dans ma vie, parce que ce n'était pas vraiment prévu à mon agenda, là, dans mon travail chez Desjardins. Mais quand ma mère est décédée, suite à son décès, un week-end de Pâques, ma mère était décédée, puis le vendredi saint du week-end de Pâques qui a suivi, j'ai reçu un élan d'inspiration qui a duré 4 journées. Donc, je me suis assise devant mon ordinateur du vendredi jusqu'au lundi de Pâques. Et là, j'ai écrit tout ce qui descendait, comme si quelqu'un me disait quoi écrire. Et rendu au lundi soir de Pâques, j'ai appelé mon père en disant, là, papa, j'ai vécu un phénomène spécial, j'ai mal aux mains, j'ai mal aux bras. Ça fait 4 jours que j'écris, mais je pense que je viens d'écrire un livre. Fait que c'est comme ça que le livre est venu à moi. Et vu que je suis une fille très pratico-pratique, ben le livre, c'est un livre qui est rapide à lire parce que je sais que les proches aidants n'ont pas le temps. Et c'est 12 chapitres, dans le fond, dans lequel je partage à la fin de chaque chapitre mes apprentissages, je partage des organismes à connaître, je partage des références utiles, puis tant qu'à faire, ben, je donne des devoirs à faire. Donc, je pose des questions à la fin de chaque chapitre pour vous inviter à prendre des notes, écrire vos émotions, écrire des idées ou des actions que vous auriez le goût de mettre en branle avec la personne que vous accompagnez, évidemment. Donc, comme le disait tantôt Marie, le CIUS a eu la générosité dans les prochains jours là, de faire tirer 2 exemplaires du livre Grandir comme proche aidant. Donc, les personnes qui seront les heureux élus seront contactées là, dans les prochains jours. Puis sinon, si vous voulez vous le procurer, bien évidemment, il est en vente là, chez les différents libraires de la région, dont Renaud Bré. Sur ce, ma chère, avant de te céder la parole, ma chère Marie, je voulais terminer en vous parlant de la page Facebook que j'ai mis en place l'an dernier pendant mon année sabbatique pour partager toutes les ressources utiles que je découvre à toutes les semaines à travers la province, là, des ressources pour les proches aidants. J'en découvre au fur et à mesure. Donc, ce que ça permet pour moi, la page Facebook, quand vous me suivez, ben, c'est que vous allez découvrir au fur et à mesure des partages que je fais sur ces ressources-là qui peuvent vous être utiles, je l'espère. Donc, sans plus tarder, ma chère Marie, je te céderai la parole pour la suite. Alors, merci, Claudia. Vous m'entendez bien? Oui, mon volume est correct. Merci. On est vraiment, je pense, privilégiés d'entendre ce beau témoignage-là. Des moments d'intimité en famille, hein. Oups, vous avez perdu, je pense. Mais des moments d'intimité en famille et franchement, c'est vraiment inspirant. Merci beaucoup, beaucoup. Un récent sondage qui a été réalisé auprès des personnes proches aidantes récemment là, a mis en évidence le fait que plusieurs personnes proches aidantes ne savent pas où s'adresser au moment où elles ont besoin d'aide. Elles ne savent pas où aller, elles sont perdues dans tout ce processus-là. Donc, on a la chance d'avoir Guylaine Thériault, qui est conseillère régionale à l'appui proche aidant. Puis elle va vous donner les coordonnées d'un organisme, entre autres de l'organisme de référence qu'il faut contacter dans ce cas-là. Elle va nous parler du service provincial Info Aidant qui vise à informer et à référer les personnes proches aidantes aux organismes et aux ressources d'aide qui sont adaptées à chaque situation. Alors, Guylaine, je te donne la parole.
Merci beaucoup. Bonsoir à chacun. Alors, merci aussi pour Claudia. C'est très touchant et ça démontre l'importance de bien s'entourer, de bien s'outiller. Je pense que Claudia nous a donné une panoplie d'exemples et elle n'est pas restée seule dans tout ça. Elle a fait appel à euh, plusieurs choses pour aider le parcours. Alors, parlons de l'appui et de la proche aidance. Donc, l'appui, dans le fond, a trois missions importantes. Alors, ça, c'est quand on parle de l'appui pour les proches aidants, ça, c'est pour toutes les personnes proches aidantes partout au Québec. Avec le soutien du gouvernement du Québec, nous avons trois missions importantes. Une des missions, c'est le soutien aux proches aidants, les aider à se reconnaître comme étant proches aidants et d'offrir un service qui s'appelle Info Aidant et d'offrir aussi de la formation en ligne pour les proches aidants qui ne peuvent pas toujours se déplacer ou n'ont pas la liberté ou la commodité de pouvoir se déplacer. Donc, il y a un service en ligne. Une des deuxièmes missions de l'appui, c'est le financement des organismes offrant des services de répit, de formation et de soutien psychosocial, et ce, à travers tout le Québec. Et j'insiste sur le fait que ce sont des services qui sont vraiment dédiés pour vous, les proches aidants. Il y a une troisième mission, c'est la mobilisation sociétale et la concertation des partenaires. C'est important de pouvoir rallier les gens, de développer l'esprit collaboratif afin de mieux soutenir nos proches aidants. Pourquoi aller chercher de l'aide ou de l'accompagnement? Claudia l'a bien expliqué, je pense, par tout son processus. Mais pour en faire peut-être un petit résumé, bien, elle a dit, la clé la plus importante, c'était de s'offrir du temps de répit. Alors, c'est pas pour rien que nous aussi, on insiste sur ce fait-là. Il faut être, en tant que proche aidant, il faut être bien, il faut être capable de rester en bonne santé, d'avoir un équilibre autant physique que psychologique. Et pour ça, eh bien, le répit est une forme d'aide, je vous dirais presque indispensable. Il faut être capable de prendre soin de votre santé et éviter l'épuisement. Vous savez, quand on est fatigué, c'est difficile de prendre des décisions, on peut manquer de patience, on peut avoir de la difficulté à évaluer nos propres besoins. Donc, l'épuisement, ce n'est pas un outil qui nous aide dans notre proche aidance. Il faut l'éviter. Pour ça, bien, il y a toutes sortes d'outils, dont encore là, le répit, le soutien aussi par des organismes, par des professionnels qui vont vous aider. Il y a de préserver votre relation avec la personne que vous aidez. Ça aussi, c'est un aspect que parfois on oublie. C'est que si on est un proche aidant, c'est important aussi d'être en équilibre avec soi-même pour pouvoir avoir une belle relation avec la personne que l'on aide. C'est toujours plus facilitant. Échanger avec d'autres personnes qui vivent aussi la même réalité que vous. Ça aussi, ça fait partie du processus d'être un proche aidant. C'est plaisant de temps en temps de pouvoir entendre des personnes raconter leur histoire et finalement de constater que vous n'êtes pas seul, que vous vivez vous aussi des situations qui sont souvent parfois difficiles et le fait de le partager avec d'autres et de vous donner des conseils, des outils, ça aide énormément. Et aussi, un des aspects pourquoi il faut aller chercher de l'aide ou du support ou de l'accompagnement, ben, c'est une façon de conserver une vie sociale, familiale de qualité et même on va ajouter maintenant la conciliation travail-famille. C'est très important aujourd'hui. Donc, ça nous aide à maintenir une qualité de vie. Et ça, le proche aidant doit absolument réaliser que vous êtes au cœur de cette approche-là. Où trouver de l'aide maintenant et de l'assistance? Bon, bien, on en a parlé, Claudia l'a dit, dans l'entourage, évidemment, il ne faut pas avoir peur de demander un support, de l'aide. Auprès des professionnels de la santé, parlez-en à votre médecin, votre pharmacien, les ergothérapeutes, les travailleurs sociaux, il faut le dire lorsque vous vous sentez et de raconter ce que vous vivez aussi. Dans le réseau de la santé, auprès d'organismes qui proposent des services et du soutien, et de quelle façon on peut les avoir, ces organismes-là? Eh bien, c'est par le service Info Aidant de l'appui qui est présent pour vous.
Qu'est-ce que c'est? Merci. Qu'est-ce que c'est le service Info Aidant? Eh bien, c'est un service qui est professionnel, confidentiel et tout à fait gratuit. Ce sont des conseillers, des conseillères qui sont spécialisés. Je souligne aussi qu'ils sont bilingues et qui sont présents pour vous. La ligne permet d'offrir une écoute de ce que vous vivez. Vous avez besoin d'informations, on va vous le donner. Vous avez besoin de ventiler, on va aussi vous accompagner. Et surtout, on va essayer d'identifier quel est votre besoin présentement, en ce moment. Parce que, comme on disait tout à l'heure, puis comme le mari le spécifiait très bien, on ne sait pas toujours par quoi commencer. Et on a tout plein de choses dans notre tête, puis on ne sait pas comment tout démêler ça. Alors, une des bonnes façons, c'est d'être accueilli par un conseiller Info Aidant. Lui, il va vous aider à cibler qu'est-ce que vous avez le plus besoin en ce moment. Une fois que ça c'est fait, il va vous référer. Référer à qui? Eh bien, à des organismes à proximité de chez vous. Ces organismes-là, ils offrent différents services. On l'a expliqué, ça peut être du soutien, du répit, de la formation, de l'écoute individuelle, pouvoir avoir du soutien de groupe, du transport, de la nourriture, de l'aide domestique. Donc, il y a une panoplie de choses qu'on peut faire et voire même aussi au niveau de la fiscalité. Ils peuvent vous aider aussi lorsque c'est le temps des rapports d'impôts, de vous aider à démêler les formulaires. Alors, ça va jusque-là. Donc, et tout ça dans le respect de votre rythme. C'est ça qui est le plus important. Ensuite, la ligne elle est vraiment bien accessible. C'est tous les jours. Ça commence à 8 heures le matin jusqu'à 20 heures le soir et c'est 7 jours sur 7. Il y a vraiment quelqu'un qui répond au bout du téléphone. Maintenant, on peut clavarder. Si vous souhaitez le faire de par le clavardage, vous vous rendez sur le site de l'appui avec la ressource qui est identifiée ici, c'est appui.org. Vous allez avoir sur ce site-là aussi beaucoup de conseils pratiques, des articles, de l'actualisation, plein de ressources. Vous savez que juste au niveau des ressources, le répertoire comporte 1700 organismes à travers le Québec. Alors, plus ça va et plus les organismes ajoutent leurs services, ce qui nous permet, même vous pouvez consulter cette liste-là, mais ça permet aussi aux conseillers de pouvoir mieux vous diriger. Et nous avons aussi un autre outil qui s'appelle l'appui-lettres. Ça, si vous pourriez être abonné et on vous envoie un appui-lettre. Ce sont des articles à chaque mois sur différents sujets et sont toujours très intéressants. Présentement, nous sommes dans la campagne de l'automne avec la Semaine nationale des personnes proches aidantes. Il y a une nouvelle série web qui est débutée avec Marina Orsini. Ça s'appelle Des histoires qui résonnent. Moi, je vous invite à aller acheter un petit coup d'œil. C'est vraiment très intéressant. Beaucoup de beaux reportages en direct, des témoignages très touchants, comme Claudia vient de nous faire, mais c'est aussi axé sur toute forme de proche aidance. Alors, ça ne veut pas dire que c'est juste pour les personnes aînées, ça ne veut pas dire que c'est juste pour les personnes qui... En fait, c'est pour toute forme de proche aidance. La proche aidance chez des enfants à besoins particuliers, lorsqu'on les appelle nos parents proches aidants, je pense qu'on a besoin de temps en temps d'aller se faire épauler. Même chose pour tout ce qui est au niveau de la santé mentale, le vieillissement, les maladies neurocognitives. Donc, ces webinaires-là nous servent un peu d'exemple et nous encouragent à aller, dans le fond, ne pas rester seul, ne pas s'isoler et vraiment d'aller chercher un support. Si vous vous rendez sur le site, vous allez voir, j'ai mis quelques outils que vous allez pouvoir retrouver. Évidemment, comme je vous expliquais, le répertoire des ressources, l'appui-lettre. Et il y a aussi, à part le site web, il y a des balados. Il y a 3 saisons de balados. Ils sont vraiment formidables. Ensuite, il y a un petit jeu interactif. Si ça vous tente de l'essayer des fois avec vos enfants ou les membres de votre famille, ça s'appelle le jeu des 7 familles. Honnêtement, c'est vraiment très plaisant à jouer. Alors, vous pouvez jouer en ligne avec l'ordinateur ou avec une équipe. C'est très intéressant. Il y a aussi beaucoup de capsules sur différents faits vécus, entre autres le film, le documentaire qui s'appelle Au-delà des mots. C'est vraiment très intéressant aussi. Il y a du matériel de campagne sur la bienveillance, je suis là. Et je vous en parlais, il y a des formations en ligne. Ça aussi, c'est quelque chose qui pourrait peut-être intéresser des proches aidants qui n'ont pas la possibilité de se déplacer.
Donc, où vous voulez faire une formation, mais dans le confort de votre foyer, à l'heure qui vous convient. Et évidemment, comme des gens comme moi qui travaillent au niveau de la province du Québec à titre de conseillère en développement régional, nous offrons des conférences et des séances d'information partout lorsqu'on nous le demande. Alors, pour terminer, c'est le numéro de téléphone de la ligne Info Aidant. On vous encourage à y aller. Et puis, je pense que vous alliez découvrir quelque chose qui peut vraiment faire une différence dans votre vie de tous les jours. Ben, merci, Guylaine. Et Et merci puis, à vous deux d'avoir partagé des réflexions et des informations précieuses pour les personnes proches aidantes. Alors, les présentations sont maintenant terminées, puis nous allons maintenant l'enregistrement, afin peut-être que vous soyez plus à l'aise de faire un commentaire ou poser une question. Moi, j'ai une question.